Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Alors, comment est-ce que le Bitcoin a cassé les 90 000 $? Eh bien, il y a eu un effet domino, macro et ETF. Bien évidemment, on en a parlé hier, enfin je vous en ai parlé hier dans la vidéo, le climat macro, les attentes d'une baisse du taux de la Fed, ils se font de plus en plus faibles. C'est compliqué. Puis bon, il y a les ETF aussi. Il y a beaucoup de personnes qui sont sorties des ETF, on verra ça après. Et tout cet argent qui sort des ETF, mais il faut se dire que BlackRock, quand il a son ETF, quand on achète 1000 de Bitcoin, il doit acheter 1000 de Bitcoin en vrai, parce que c'est du spot. Tu vois, donc on vend, ben lui, il faut qu'il vende pour pouvoir donner l'argent aux personnes qui vendent. Donc forcément, ça joue aussi. C'est vraiment quelque chose d'assez important à comprendre. Alors, il existe quand même des raisons de penser que la zone de 90 000 $ pourrait marquer un vrai plancher. Déjà, le drawdown actuel de 25 à 30% reste dans les standards d'une correction naturelle, d'un bull market. Lors des cycles précédents, Bitcoin a souvent respiré de cette manière avant de repartir plus haut. Et c'est vrai. Enfin, je suis là depuis 2017 et je vous assure que c'est vrai. Ensuite, ça, c'est une métrique qui est super importante. Les détenteurs de long terme n'ont pas montré de signe de panique. Ceux qui ont beaucoup de Bitcoin n'en ont pas vendu. Que du contraire, ils ont accumulé. Et c'est eux qui ont profité de la baisse. Les institutionnels ont profité de la baisse. Les whales ont profité de la baisse. Les gens qui croient réellement au Bitcoin. Les petits traders, avec de l'effet de levier, eux, ils sont chiés dessus et ils ont vendu. Mais ça, c'est une grosse partie aussi des acteurs des crypto-monnaies, il ne faut pas l'oublier. Donc, bien évidemment, ça a chuté. Mais jusqu'où peut-il descendre? Il y a 3 scénarios possibles selon, comment s'appelle, Julien. Donc, selon Julien, il y a le scénario 1, le dip normal du bull market. Donc, on descend en 90, 85 000 $, tout simplement. Le scénario 2, c'est on va aller tester le vrai plancher à 80 000 et 75 000 $. Ça, je vous avais montré sur Pro Real Time vendredi. C'est une petite zone de support. Hein. Ça, c'est prudent. Ou alors, c'est une capitulation directe, un peu tardive, mais bon, directe. On descend à 65 000, à 57 000 et on suit le lapin blanc dans le terrier. Voilà. Mais ce qui est important, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est que les long-term holders restent imperturbables et ne bougent presque pas leur fonds. Et c'est ça qui est important. Parce que quand eux vont commencer à bouger leur fonds, je pense qu'on est dans la mouise. D'ailleurs, le CEO de Bitwise, un des gestionnaires crypto les plus actifs de l'écosystème, a déclaré « Je pense qu'il est très probable que nous soyons dans un bear market depuis presque 6 mois et qu'on soit presque sorti de cette phase. » De son côté, le CEO de CryptoQuant, l'une des plus grosses boîtes d'analyse en chaîne, disait en mars « Le bull market Bitcoin est terminé. On s'attend à 6 à 12 mois de bear market ou de mouvement horizontal. » Ces 6 à 12 mois touchent justement la fin. Je vous ai dit qu'il avait dit ça au mois de mars. Après, il n'y a rien de contractuel, mais c'est juste pour expliquer un petit peu la situation. Donc là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est vraiment dans l'extrême peur. En général, il n'y a aucune garantie, mais c'est très souvent des signaux de rebond, à minima des rebonds techniques. Ce qui est rassurant, c'est que les baleines sont en train d'acheter comme très très rarement, regardez. Plus ça baisse, surtout depuis qu'on a craqué les 100 000, il y a une explosion des achats des baleines. Pour l'instant, ça fait pas rebondir, ça accumule. Est-ce que ça va retenir le bit? Alors, pour acquérir de cet or numérique le plus possible dans ce nouveau monde, je vous ai demandé à partir de quel prix ça devient intéressant d'acheter du BTC pour vous, mais ce qui est ressorti beaucoup dans les réponses, c'est qu'en fait, c'était toujours intéressant d'acheter. Tant que BTC n'est pas 1 million, c'est toujours bon de faire du DCA sur Bitcoin, mais peut-être que c'est mieux sur des niveaux de prix plus bas aussi. Voilà, ça dépend. Si on rentre en bear market à partir de maintenant et on part pendant 1 an de chute, peut-être qu'il faut attendre un peu ou pas. Finalement, c'est à chacun de voir ça, mais en tout cas, si on veut un peu se repérer, et je vous ai proposé un sondage pour voir les zones de prix qui vous intéressent le plus, et vous êtes déjà très intéressé à partir de 90 000 $. Vous voyez aussi à partir de 75 000. Bon, si on va en dessous, là c'est sûr, on pourra dire que on est en bear market. J'ai aussi mis les 60 000, les 45 000. Bon, vous voyez, hein, ça serait parti de manière assez équilibrée. J'en peux plus d'acheter les dips, je supporte plus la couleur rouge. Prends du recul. Sors. Vraiment, le seul conseil objectif que je puisse te donner, va te balader, va faire d'autres choses. Sors du marché des cryptos. C'est que t'es sûrement trop impliqué dedans parce que tu as des capitaux qui sont trop importants par rapport à ce que tu gères en termes de risque. Et là, le meilleur conseil, c'est va te balader dehors. Vraiment, va prendre l'air, va faire autre chose et reviens. Arrête de regarder ton portefeuille tous les jours. Prends du recul.
c'est des choses qui sont vécues par beaucoup de personnes qui regardent en permanence leur portefeuille tous les jours, tous les jours, tous les jours. Détachez-vous de tout ça. Le jour où ça reprendra, vous le saurez. Mais essaie de trouver une autre activité. Si tu as besoin de plus de capitaux, trouve un autre job, trouve de quoi rentrer de l'argent. Et après, tu pourras acheter 10. J'ai fait. Donc là, MTGOX, pourquoi en ce moment les gens sont un peu stressés? Parce qu'ils ont transféré hier 10 608 bitcoins, je t'en ai parlé dans les réseaux sociaux, quasi $1 milliard vers un nouveau portefeuille. Et ça faisait 8 mois qu'ils avaient rien fait. Tu vois, ils avaient déjà fait en 2024 des remboursements. Et là, pendant 8 mois, rien, parce que tu sais, ils nous ont dit, oui, on a des petits problèmes, là, de justice, il faut que, bon, on fasse un peu de la paperasse avant de relancer un petit peu les remboursements. Faut savoir qu'ils détiennent encore quasi 35 000 bitcoins pour plus de 3 milliards $. Et ça fait 8 mois qu'ils avaient rien fait, et tout d'un coup, hier, pouf, ils transfèrent 10 000 bitcoins, donc, sur les 30 000, donc c'est quoi, normal que les gens, ils fouettent un peu, tu vois. Bon. Et donc, là, normalement, les remboursements doivent se faire jusqu'au 31 octobre 2026, mais ils n'ont pas dit on va le faire le 31 octobre, on va faire jusqu'au... Donc les remboursements, ils peuvent reprendre de maintenant jusqu'au 31, tu vois. En tout cas, le fait qu'ils ont hier transféré 10 000 bitcoins parmi les 30 000 sur une nouvelle adresse et qu'ils ont envoyé aussi 185 bitcoins à vendre vers Kraken, une bourse centralisée. Est-ce que par hasard, ils se disent pas, bon, on va revendre 10 000 bitcoins, parce qu'on va profiter de la hausse, parce que la dernière fois qu'ils ont remboursé les gens, le bitcoin était aux 56 000 $. Donc quand ils ont commencé à vendre plusieurs dizaines de milliers de bitcoins qu'ils avaient, mais le bitcoin était à 56 000. Maintenant que le bitcoin est à 91, peut-être qu'ils ont dit, oh là là, faut qu'on accélère là, parce qu'il y a moyen de se faire plus de sous-sous, tu vois. Bon. Donc en tout cas, transférer 10 000 bitcoins vers une nouvelle adresse et en vendre 185, c'est inquiétant. C'est pour ça que normal que les investisseurs ils disent oh putain. Bon, bref. Donc pour l'instant, la nouvelle adresse qui a reçu les 10 600 n'a pas vendu. Ok. Donc là, on va bien voir. Si cette nouvelle adresse qui a reçu les 10 600, il y a une petite partie qui commence à aller vers un échange centralisé, va falloir mettre une couche parce que ça veut dire qu'ils vont dump laisser 10 000 bitcoins, qui reprennent les ventes pour reprendre les remboursements. Bon, je surveillerai ça, je vous tiendrai au courant. Jeff Bezos liquide des milliards d'actions Amazon pour acquérir des domaines agricoles autonomes en Nouvelle-Zélande, des propriétés avec leurs propres sources d'eau, leur production d'énergie, leurs réserves alimentaires. Ray Dalio, qui gère 150 milliards chez Bridgewater, accumule de l'or physique comme jamais. Quant à Bill Gates, il est devenu le plus grand propriétaire terrien des États-Unis, 110 000 hectares de terres agricoles. Ces mouvements ne sont pas anodins. Quand les plus grandes fortunes du monde réallouent massivement leurs capitaux en même temps, c'est qu'elles anticipent quelque chose. Mais quoi? La réponse se trouve dans un paradoxe économique que peu comprennent. La technologie crée une déflation naturelle. Elle rend tout moins cher, plus efficace et plus accessible. C'est mathématique, regardez autour de vous. Votre smartphone est 1000 fois plus puissant qu'un ordinateur des années 90 pour 100 fois moins cher. L'IA fait en secondes ce qui prenait des mois. La technologie divise les coûts par 10, par 100, par 1000. Et pourtant, dans votre vie, le prix des logements a été multiplié par 4 en 20 ans. L'alimentation a augmenté de 40% en 10 ans. L'éducation, la santé, les transports, tout augmente. Les nouvelles générations vivent objectivement moins bien que leurs parents au même âge. C'est cette contradiction fondamentale que les ultra-riches ont comprise. Deux forces titanesques s'affrontent. La technologie qui pousse naturellement les prix vers le bas et un système monétaire qui les force artificiellement vers le haut. Cette bataille invisible façonne tout. Les bulles d'actifs, les explosions d'inégalités, l'érosion du pouvoir d'achat, la disparition de la classe moyenne, les milliardaires ne parient pas sur l'apocalypse. Ils se positionnent simplement du bon côté de l'histoire économique. Et c'est là que ça devient capital pour vous. Parce que la bataille entre déflation technologique et inflation monétaire va créer des gagnants et des perdants, massivement. Et pendant que votre banquier vous conseille toujours la même chose, livret A, assurance vie, PEL, les ultra-riches, eux, agissent. On a Revolut. Revolut qui a annoncé un partenariat avec Polygon. Sur Revolut, on va pouvoir déposer des USDC, des USDT, avoir une intégration poussée sur Polygon pour faire ça. Intéressant que Polygon essaye de chercher des nouveaux partenariats. Revolut aussi, ils sont en train d'aller massivement vers les cryptos, vers la DeFi. Je vous ai dit un partenariat en cours de négociation avec AV ou Morpho, ou les deux potentiellement. Donc ça arrive aussi prochainement. Polygon, ils ont aussi un partenariat avec Mastercard. Bon, c'est moins intéressant, c'est sur leurs produits un peu d'équivalent de nom d'utilisateur crypto là que Mastercard veut lancer. J'y crois moyennement, mais bon.
En tout cas, voilà, Polygon, ils essayent de refaire des gros partenariats. C'est quelque chose dont ils avaient l'habitude de faire, qu'ils ont arrêté de faire ces dernières années. La seule chose qui compte, c'est les chiffres de l'emploi. Je vous ai fait la vidéo la semaine dernière, je la refais pas, reprenez-la, elle était archi complète. Mais nous n'avons pas regardé, regardez, j'avais insisté sur le niveau pivot, regardez. Oui, il y a la mise à plat, il y a des divergences, il y a plein de choses. Il n'y a pas encore ici le signal de renversement haussier. Il n'y a pas encore le signal de renversement haussier. Donc on se maintient en dessous, donc tant qu'on est en dessous, le marché peut rester en range, même faire un nouveau plat. Alors, ça peut passer, mais ce que je veux vous dire, c'est que vous allez avoir cette semaine la publication du rapport NFP en retard du mois de septembre. C'est lui qui va forger en grande partie ce que fera la Fed le 10 décembre. Il y aura d'ici là aussi d'autres chiffres. Mais dites-vous bien une chose, c'est que pour le moment, le dollar n'a donc toujours pas validé de renversement haussier. Il est rangy. Mais on est un peu sur un endroit où il n'y a pas grand-chose avant 75, 76. On le voit pas très bien ici, si on le voit là. Vous voyez cette espèce de creux ici. Bon, alors il y a cette petite bosse qui pourrait sauver la life autour des 84, juste au niveau de cette boîte de liquidité également. Mais ici, vous voyez qu'on n'a pas grand-chose et la prochaine zone de volume est plutôt à l'attaque de cette vallée-là, où il y a là pour le coup énormément de volume, puisqu'on avait passé beaucoup de temps entre le 10 mars 2024 et octobre 2024. On avait consolidé très fort et très longtemps là-dedans. On était déjà revenu voir un peu dans ces zones-là, et donc attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais sur toutes ces mèches-là, il y avait eu assez peu de volume. Est-ce que le prix aura envie d'y retourner ou pas? On a une belle imbalance ici et assez peu de volume dans ces mèches-là, ce qui nous donne ce gros creux ici, encore une fois, entre 82 et 70. Personnellement, j'en doute, sauf si quelque chose se détériore vraiment. On va aller voir ici, encore une fois, le fondamental, toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui pourrait réellement se détériorer? J'ai fait une grosse vidéo hier sur pourquoi ça s'est détérioré en fin de semaine dernière, au niveau du sentiment. Voilà, ce sentiment, peut-être qu'on était peut-être un peu survalorisé au niveau de l'intelligence artificielle, qui avait aussi une Fed qui allait pas forcément pivoter si vite que ça, et qu'en même temps on rentrait au niveau du marché du travail dans un contexte un petit peu récessif. C'est un petit peu voilà le topo que je donnerais en ce moment. Ça reste du sentiment de marché, c'est-à-dire que ce sont des choses qui effectivement vous font vendre à certains égards. Parfois cette vente s'emballe, on rentre dans un marché où on est littéralement baissier par peur d'eux, et c'est là que ça commence à être intéressant. Un jeu phare côté gaming blockchain, un jeu que j'aime beaucoup, qui s'appelle Moonfrost. Et Moonfrost, en fait, c'est terminé. Merde, c'est terminé. Putain, c'est con ça. Pourtant, c'était un bon jeu. Bon, c'est pas grave, on va parler d'autre chose. Vous inquiétez pas, ici j'ai un super post de la part d'une baleine qui a investi des millions dans plein de jeux blockchain. Il nous fait un petit retour donc sur son aventure, c'est assez intéressant. Et on apprend que tout ce dans quoi il investit, c'est mort. Battlebound, c'est terminé. Planet Mojo, c'est terminé. Metalcore, c'est terminé. Nyan Heroes, c'est terminé. Valeria, c'est terminé. Pirate Nation, c'est terminé. Enfin, je crois que ça passe Web 2. Ah oui, parce qu'il y a aussi un truc, c'est qu'il y a beaucoup de jeux blockchain, donc des jeux Web 3, qui pivotent en mode Web 2. Donc, ils ont levé des fonds grâce à différents tokens, à différentes choses côté Web 3. Et après, ils se barrent. Et pour rappel, en 2025, donc juste cette année, sachant que cette année est moins pire que l'an dernier. L'an dernier était une véritable hécatombe pour les jeux blockchain et on a des centaines qui sont partis. Et donc cette année, on a juste cette petite liste de jeux qui sont terminés. Actuellement, c'est une hécatombe côté jeux blockchain. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller sur un site qui répertorie un petit peu les jeux qui marchent actuellement. Et comme ça, on pourra faire un petit point ensemble pour voir un peu ce qui se passe dans cet écosystème. Donc ici, on est sur DappRadar. C'est un des meilleurs sites pour du coup tout ce qui est data de jeux vidéo blockchain. Et DappRadar, écoutez, on apprend que c'est terminé. C'est quoi ce bordel? DappRadar a annoncé hier, après 7 ans, qu'il mettrait tout en berne. Donc c'est goodbye, voilà, c'est écrit, c'est goodbye. Apparemment, c'est pas sustainable, c'est-à-dire qu'ils dépensent plus d'argent à mettre le site en marche que d'argent généré, et donc c'est terminouche. Ils mettent la clé sous la porte. Bon, du coup, ce que je propose, c'est qu'on aille voir directement les tokens de différents jeux IP dont on parlait beaucoup à l'époque. Commençons par Ultra iOS, je vous rappelle, une sorte de Steam version Web 3, un truc qui veut tokeniser les jeux vidéo. Et puis, écoutez, ma femme est infirmière et ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à un électroencéphalogramme plat.
Et donc, j'ai un peu peur quand je vois ça. Bon, c'est pas grave, on va aller voir autre chose. Allons voir par exemple Illuvium. Je pense que vous vous rappelez tous de Illuvium. C'était vraiment le jeu pépite qu'on attendait tous à l'époque avec impatience. Illuvium, où ça en est? Je me rappelle que ça avait quand même tapé, je crois, les 1000 balles, non? Un truc comme ça. Ok, bon, bah écoutez, c'est pareil. Et de toute façon, en vrai, là, je taquine Illuvium et iOS, mais le constat global côté crypto-blockchain, côté crypto-gaming, eh ben, il est très alarmant. Quasiment tout se casse la gueule. Alors évidemment, le marché crypto se casse la gueule en tant que tel, mais vraiment le côté gaming, actuellement, ça intéresse personne. Et si tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.